Bien, bonjour à tous. On va pouvoir commencer le webinaire pendant que les participants continuent à arriver. Donc, déjà, bienvenue à ce webinaire valorisation des bois feuillus dans le bâtiment. Je suis Hugues Michaud, je suis chargé de mission chez Fibois Grand Est. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Fibois Grand Est, c'est l'interprofession de la filière forêt-bois en Grand Est. Donc, notre rôle, c'est de travailler avec l'ensemble des acteurs de la filière, hein, d'amont en aval, pour développer la forêt et les usages du bois dans notre région. Donc, pour ce webinaire, on aura donc plusieurs présentations. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat et mon collègue Thibaut Surini se chargera de les transmettre aux intervenants. Et puis donc, je vous signale que le webinaire est enregistré pour qu'il puisse être vu par la suite. Et donc là, je vais passer la parole à Julien Madalon, qui est trésorier du Conseil régional de l'Ordre des architectes du Grand Est. Pour l'introduction, donc Julien, si tu veux rallumer ta caméra et ton micro. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis très content de pouvoir participer à ce webinaire sur les feuillus. C'est un travail de partenariat avec Fibois qui est engagé de longue date et qu'on peut voir notamment via le Forum Bois, la signature du Pacte Bois au dernier Forum Bois qui avait eu lieu à Nancy. Et tout ça parce que le bois répond aux enjeux environnementaux de la construction. Mais la thématique du jour, c'est surtout parce que le changement climatique va impacter beaucoup les espèces endémiques. Et il est temps de remettre en question nos habitudes parce que un bois plus local, ça sera probablement un bois plus feuillu, même s'il restera probablement encore un petit peu de résineux. Donc voilà, c'est un avenir qui peut être effrayant, mais qui peut être aussi exaltant, avec de nouvelles pratiques. Voilà. Merci Julien. On va donc passer la parole à Henri Cuny de l'IGN pour la première intervention sur la ressource feuillue en Grand Est. Donc voilà, je vous laisse partager l'écran. Je vais arrêter mon partage. Hop, voilà, on voit bien Voilà, l'écran, donc on parfait. peut y aller. Et bonjour à tous. Du coup, je suis Henri Cuny et je suis ingénieur d'études au département d'analyse des forêts de l'IGN. Donc, déjà, merci beaucoup de me donner l'opportunité de présenter ce qu'on peut faire à l'IGN autour de la forêt dans ce webinaire. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît bien ce qu'on fait, mais du coup, je vais tâcher d'essayer de présenter nos travaux autour de la forêt et de la valorisation des données forestières. Alors, l'IGN, c'est l'institut qui est notamment en charge de l'enquête d'inventaire forestier national. Donc, je vais vous présenter brièvement ce que c'est une enquête IFN. Donc, l'enquête IFN, elle est réalisée depuis 1960 à peu près. Elle a toujours eu pour objectif de connaître la forêt française. Donc, quand je dis forêt française, c'est un peu un abus de langage parce qu'en fait, on travaille sur la forêt, mais aussi ça peut être sur ce qu'on appelle des bosquets, donc qui sont en fait des objets géographiques de dimension. Ça, c'est des définitions internationales hein, de la forêt, par exemple. Puis les bosquets, c'est des objets géographiques un peu plus petits que la forêt. On a la peuplerée, qui sont des types de peuplement avec des peupliers cultivés, et tout ce qui est linéaire d'arbres, donc les haies. Et quand je dis forêt française, c'est aussi un abus de langage parce qu'en fait, on travaille essentiellement sur la forêt de métropole. Donc, il y a une grosse partie de la forêt française qui est par exemple en Guyane et sur laquelle on a très peu de connaissances en fait. Donc, l'objectif, c'est de connaître l'état actuel de la forêt française, mais aussi ses évolutions passées euh, et aussi ses évolutions futures possibles. Donc, avec des travaux de modélisation dont je parlerai très brièvement après. Donc le problème auquel on fait face, en fait, c'est que rien qu'en forêt de métropole, on a plusieurs milliards d'arbres, peut-être plusieurs dizaines de milliards d'arbres. Donc on peut évidemment pas faire un inventaire exhaustif de tous ces arbres. Et donc la solution, c'est de procéder à une enquête statistique
Donc un peu comme quand l'INSEE fait une enquête auprès de la population française, elle ne va pas interroger les 65 millions de Français, mais un panel représentatif de la population française. Et donc, on fait exactement pareil avec la forêt. On va chercher à interroger un échantillon représentatif de la forêt française. Et pour ça, en fait, chaque année, on va aller visiter sur le terrain plusieurs milliers de ce qu'on appelle des placettes d'inventaire. Donc des placettes d'inventaire, c'est des petites zones en forêt sur lesquelles on va procéder à un inventaire et une mesure des arbres. Et ça, on le fait indépendamment, par exemple, du type de propriété forestière. Donc on va aussi bien en forêt publique qu'en forêt privée. Donc par exemple, là, on a sur l'image du haut, tous les petits points rouges, ce sont des points, des endroits qui ont été visités sur le terrain en forêt une année donnée. Et donc, si on fait un zoom sur cette placette d'inventaire, elle correspond en fait à une zone de 25 mètres de rayon à peu près, sur laquelle on va procéder au relevé de plusieurs dizaines de données, des données qui ont trait au peuplement, donc, par exemple, à la pente du terrain, à l'accessibilité du peuplement. Est-ce que le peuplement est loin d'une route ou d'un chemin? Est-ce qu'il est, sur un sol, jamais portant, accidenté? Tout ce genre de choses, sont relevées. On va procéder à un relevé des données sur le sol. Donc on fait une fosse pédologique sur la placette pour décrire le sol. On va procéder à un relevé de la flore avec, les espèces présentes, leur abondance et bien sûr un relevé, sur les arbres, en notant déjà, les essences, qui sont présentes dans le peuplement, le diamètre des arbres, la hauteur des arbres et par exemple la qualité de la tige. Donc en fait, sur chaque placette, c'est ça, on va recenser et mesurer tous les arbres qui ont un diamètre à 1,30 m supérieur ou égal à 7,5 cm. Les arbres de diamètre inférieur ne sont pas, inventoriés et sur ces arbres, on va procéder à un certain nombre de mesures. Donc là, c'est le diamètre à 1,30 m et 2 hauteurs, la hauteur totale et une hauteur qu'on appelle la hauteur de décrochement, qui est en fait la hauteur, qui correspond souvent à la hauteur de l'insertion du houppier et en fait, ces dimensions, pardon, elles vont permettre de calculer les volumes de bois. Donc pour ça, on utilise des équations qu'on appelle tarifs de cubage qui vont permettre de calculer des volumes de bois sur écorce. Donc par exemple, le volume qui fait référence à l'hygiène, c'est ce qu'on appelle le volume bois fortige. Donc c'est le volume qui est en brun sur le schéma de droite là et qui est le volume de la tige principale jusqu'au diamètre 7 cm. Donc ça, c'est le volume pour lequel on a le calcul le plus fiable. Maintenant, c'est un volume qui est pas exhaustif et dès qu'on veut faire de la comptabilité carbone, par exemple, il faut qu'on inclue aussi, tout ce qui est branches et même, racines et donc pour ça, on utilise des équations qui permettent aussi d'inclure, les branches et même les racines pour calculer des volumes, plus exhaustifs. Sachant que pour ces volumes, par contre, on a moins de fiabilité dans le calcul que pour le volume bois fortige. Et on utilise aussi, donc sur le terrain, on observe aussi la qualité de la tige. Donc en gros, on dit juste si la tige, elle est potentiellement sciable ou pas sciable, selon, notamment la courbure et la nodosité et ça nous permet en fait de répartir les volumes après, par exemple en bois d'œuvre potentiel ou en bois industrie, bois énergie potentiel. Donc c'est une répartition très grossière par type d'usage potentiel, mais qui nous permet déjà d'affiner un peu le diagnostic sur la ressource, en forêt. Donc voilà, c'était vraiment pour les principes très généraux, de l'enquête d'inventaire forestier national et maintenant je vais vous montrer comment, du coup les données de l'inventaire forestier national permettent de suivre les évolutions récentes de la forêt, donc, pour la région Grand Est. Donc là, on va parler de volume sur pied, donc c'est le volume de bois pour les arbres qui sont, actuellement, en forêt. Et donc, comme on a plusieurs, décennies, de recul, de données, d'inventaire, en fait, on peut suivre, l'évolution du volume, dans le temps. Puisque, par exemple, on a fait un inventaire en 1980 et on peut comparer à l'inventaire, fait en 2020 et puis on a une évolution temporelle. Du coup, ça permet la comparaison des 2 inventaires permet de suivre, l'évolution temporelle du volume sur pied. Donc pour le Grand Est, ça donne les graphiques, suivants. Alors à gauche, là, il y a la surface de forêt. Donc on voit qu'il a légèrement augmenté au cours des 40 dernières années
Et à droite, le volume de bois sur pied. Donc là, on est en volume bois fortige, hein, c'est le volume que je vous ai présenté tout à l'heure, qui a augmenté davantage en fait que la surface de forêt. Donc la surface de forêt en Grand Est, elle a augmenté d'environ 8% entre 1985 et aujourd'hui, là où le volume de bois sur pied a augmenté de 22%. Avec un volume qui a plus augmenté pour les feuillus que pour les résineux, puisque pour les feuillus, on a plus 24% de volume au cours des 40 dernières années, et pour les résineux, plutôt plus 18%. Maintenant, si on regarde par type de propriété forestière, donc on voit qu'on a, et là c'est vraiment le graphique est spécifique aux feuillus. On a vraiment une dynamique, mais bon, c'est vraiment un graphique qui est généralisable France entière. C'est quelque chose qu'on observe France entière, c'est que la dynamique d'expansion forestière à l'œuvre depuis plusieurs décennies, elle est essentiellement due à l'expansion de la forêt privée. Donc par exemple, si on regarde là pour le Grand Est, pour les feuillus en Grand Est, on a plus 50% de volume en forêt privée au cours des 40 dernières années. Et pour la forêt publique, c'est relativement stable. Et maintenant, ça, c'est par essence feuillu. Donc l'évolution du volume sur pied en Grand Est par essence feuillu. Donc on voit qu'on a des dynamiques assez variables par essence. Donc pour le hêtre, en vert foncé en haut, là, on a un volume sur pied qui est relativement stable au cours des dernières décennies. Pour le chêne, c'est assez distinct entre le chêne pédonculé, qui a eu tendance à plutôt baisser, et le chêne sessile plutôt à augmenter. Et après, il y a des essences pour lesquelles ça a fortement augmenté, donc c'est ce qu'on appelle autre feuillu, là, en bleu ciel. En fait, ou le charme, par exemple, qui a beaucoup augmenté, mais autre feuillu, c'est beaucoup du bouleau, de l'aune, c'est très disparate en essence, mais c'est des essences qui ont connu une forte dynamique d'expansion au cours des dernières décennies. Et on détecte aussi pour certaines essences, bah, là pour le frêne par exemple, une forte diminution du volume, sur la période récente, et ça peut être lié, à des crises sanitaires pour le frêne, il y a je pense que vous avez peut-être entendu parler, la calarrhose du frêne qui entraîne une mortalité, importante des arbres de cette essence et donc une diminution du volume sur pied en forêt. Donc là, on a vu les évolutions, assez récentes, et là, je vais détailler un peu plus du coup, ce qui nous amène à l'état actuel de la forêt en Grand Est. Donc si on regarde l'état actuel, on a une surface de forêt d'environ 1,9 million d'hectares en Grand Est, soit 12% de la surface de forêt de métropole, avec, une particularité en Grand Est, c'est qu'on a une majorité de forêts publiques, donc 20% de forêts domaniales plus 37% d'autres forêts publiques. Heu et du coup, le reste étant de la forêt privée. Là où au niveau national, on a plutôt, 75 70% de forêt privée. Et au niveau de la répartition du volume, entre essences, donc on voit qu'on a une forêt qui est très, très majoritairement feuillue puisqu'on a les 3/4 du volume sur pied qui sont en fait, du volume, d'essences feuillues et 1/4 de conifères. Donc si on regarde pour les feuillus, le graphique de gauche, là, on voit que le hêtre, est l'essence, majoritaire en Grand Est avec plus de 100 millions de mètres cubes, de bois sur pied. On trouve ensuite le chêne sessile, le groupe autres feuillus qui cumule, toute une diversité d'essences, le chêne pédonculé, le charme, le frêne, les feuillus précieux. Alors dans les feuillus précieux, je suis plus sûr de ce qu'il y a dedans, mais on pourra regarder, et le robilier. Et après ça, le graphique, à droite, là, vous donne une idée de la répartition théorique de ces volumes, par type, d'usage potentiel et par compartiment. Donc en gros, le marron foncé, ça, c'est la part du volume qui est le volume de bois d'œuvre potentiel. Donc on voit pour les différentes essences, c'est assez variable, mais en gros, on a 30% maximum du volume qui correspond à du bois d'œuvre potentiel. Pour les résineux, par exemple, ce serait beaucoup plus important. On a des essences pour lesquelles on a 80% du volume qui est du bois d'œuvre potentiel, par exemple pour le Douglas. Heu et là, j'avais mis une petite mention pour le peuplier cultivé. Donc le peuplier cultivé, c'est un peu particulier parce qu'on a des observations qui sont, allégées en peuplerie cultivée et du coup des calculs qui sont un peu moins fiables, mais on arrive à une estimation de l'ordre de 6,6 billions de mètres cubes de volume, de bois pour le peuplier cultivé en Grand Est. Alors un mot maintenant sur les évolutions futures
de la forêt, ça va vraiment être un mot parce que, pour expliquer un peu le principe, en fait, à l'IGN, on a une part importante de notre activité qui consiste à faire ce qu'on appelle les études de projection. Parce qu'en fait, quand on fait des politiques, on travaille beaucoup par exemple, pour les ministères, qui élaborent du coup des politiques forestières, au niveau macroscopique et qui ont besoin d'une visibilité, pour le futur. Et donc, on réalise des études, des projections qui visent à simuler l'évolution de la forêt et de la récolte, de bois dans le futur. Et donc pour ça, on utilise un modèle avec beaucoup d'hypothèses. Heu En gros, on se base sur les observations récentes de l'inventaire forestier national qui nous permettent de connaître l'état actuel de la forêt et sa dynamique pour projeter cette dynamique dans le futur. Donc ça, c'est un exemple pour le Grand Est, d'une étude qui avait été réalisée ces dernières années, qui montre, par exemple, sur le graphique là, l'évolution de la récolte de bois, à l'horizon 2035, selon 3 scénarios. Donc j'entre pas dans les détails, en fait, c'est vraiment pour illustrer le principe. Ce qui est important, c'est qu'on est aujourd'hui en train de réaliser une nouvelle étude, de projection à l'échelle nationale, qui sera basée sur les données IFN les plus récentes, avec un modèle, qui a vu, un certain nombre d'améliorations, méthodologiques ces dernières années. Ça concerne par exemple la prise en compte des changements climatiques qu'on ne prenait pas du tout en compte dans les études précédentes et qu'on essaye de mieux prendre en compte maintenant. Heu et donc on va les résultats de cette étude seront disponibles là d'ici la fin de l'année et du coup ça ressemblera au graphique qu'on a à droite, mais ça visera à simuler l'évolution de la forêt française et de la récolte de bois, à l'horizon 2050. Et autre chose alors à l'IGN, on est vraiment spécialisé dans la connaissance de l'amont forestier, mais de plus en plus, on travaille à essayer de relier ce qu'on observe au niveau de l'amont forestier avec ce qui se passe, au niveau aval. Donc pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on se place dans un contexte de développement de la bioéconomie, donc qui vise à une optimisation, de l'usage de la biomasse, heu, alors avec plutôt un recours aux ressources locales en circuit court et avec l'idée d'optimiser l'usage, donc d'avoir des usages, par exemple, en cascade. Donc là, il y a un exemple, c'était pour un travail pour, ce qu'on appelait les extractibles chimiques, qui sont des molécules qu'on trouve beaucoup dans l'écorce des arbres et qui peuvent être, valorisées dans de multiples domaines comme en pharmaceutique. Donc l'idée, ce serait d'utiliser les écorces, déjà, en vue d'une extraction chimique, puis seulement, pour un usage type, énergie. Donc là, on a un usage en cascade puisqu'on fait déjà de l'extraction chimique, puis de l'usage énergie. Donc l'idée, c'est d'avoir, de faire ça là, c'est de vraiment d'arriver à une vision plus, systémique en fait du secteur forestier. Donc en couplant les données IFN qui nous permettent de connaître l'amont forestier, avec des données sur la filière qui nous permettent de connaître en fait les secteurs, utilisateurs de la ressource et les flux de bois entre ces différents secteurs jusqu'à des produits finis. Donc là, je n'ai pas fait apparaître le secteur de la construction et le bois construction, mais évidemment, ça c'est vraiment un schéma à titre illustratif. Évidemment que ça aura sa place dans les développements qu'on va faire parce que c'est le bois construction, c'est central, c'est des bois à longue durée de vie et donc c'est vraiment important, dès lors qu'on veut faire du calcul, de carbone. Parce que l'un des objectifs de développer ce système-là, c'est, justement de faire de calcul de bilan carbone. Donc, ça, c'est une des missions qu'on a à l'IGN, c'est d'évaluer le bilan carbone du secteur forestier et donc on cherche à évaluer, évidemment les stocks et flux de carbone en forêt, mais aussi à prendre en compte la séquestration de carbone dans les produits bois et essayer d'évaluer aussi des effets de substitution qui sont, les émissions de carbone évitées par l'usage de produits bois en remplacement de produits, potentiellement plus émissifs, en CO2. Donc voilà, on va vers ce type donc c'est vraiment du prospectif là, on a des projets en cours qui cherchent à développer ce genre de méthodologie et ça vise à s'inscrire, du coup, dans une connaissance, systémique, de la ressource et aussi, dans une amélioration de notre calcul du bilan carbone. Donc voilà, pour finir, bah, juste, je rappelle quelques points un peu clés. Donc c'est vraiment qu'on a une ressource en Grand Est qui est très majoritairement feuillue, marquée par une dynamique d'expansion depuis des décennies, avec quand même des tendances récentes plus négatives, qu'on peut lier aux sécheresses successives,
des années dernières et aux crises sanitaires qui peuvent y être associées, ou pas. Heu et en plus de ces tendances récentes plus négatives, un futur, donc le futur est par nature incertain, mais là on se dirige quand même vers potentiellement plus d'instabilité avec, les impacts du changement climatique. Et donc là, on est en train de faire une étude de projection, heu, justement pour tenir compte des crises récentes et des changements climatiques à venir. Et on travaille aussi à une meilleure articulation entre les ressources forestières et les filières utilisatrices pour favoriser une conception plus exhaustive du secteur forestier. Et voilà, je m'arrête là. Merci et puis, du coup, s'il y a des questions, je peux prendre le temps pour y répondre un petit peu. Oui, merci beaucoup monsieur Cuny. Donc, bonjour à ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer en introduction. Donc je vais m'occuper donc de la phase questions-réponses. Donc, alors déjà une question d'ordre pratique: est-ce que votre support sera diffusable à l'ensemble des participants? Oui, tout à fait, oui, pas de OK. problème. Bon. Donc cette question est aussi valable pour les autres intervenants. Donc si vous avez, si vous souhaitez ne pas diffuser votre support, vous pouvez nous l'indiquer. Voilà. Oui, sinon une question, sur les feuillus précieux. Est-ce que c'est pas ce qui regroupe les fruitiers notamment? Donc, merisiers, noyers, et cetera. Alors, voilà, dans les feuillus précieux, j'ai du grand érable, j'ai du merisier, de l'alisier terminal et puis, une boîte autres fruitiers. Merci. Et une question, de Tom Caquino de la région. Est-ce qu'on a une précision à la 2e décimale de la surface forestière du Grand Est? Parce qu'on voit parfois des chiffres entre 1,914, 1,960 millions d'hectares. Est-ce qu'on a une valeur plus précise actuellement? Alors là, dans ma présentation, j'ai arrondi aux centaines de milliers, je sais plus. Heu, donc en fait, la surface de forêt, ouais, après c'est un sujet, elle va dépendre, de la méthode. Donc là, j'avais mis 1,9 million d'hectares, voilà. Donc après, oui, on peut sûrement être un peu plus précis. Sachant que selon les sources, on peut avoir un peu de variété parce que du coup, à l'IGN, on a 2 appréciations de la surface forestière. Là, c'est l'appréciation de la surface à partir des placettes d'inventaire. Mais on a un autre produit qui s'appelle la BD Forêt. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais qui en gros, utilise les photographies aériennes de l'IGN pour délimiter les contours des forêts. Donc c'est une autre approche. Là, j'ai donné l'approche statistique, on a l'approche, plus cartographique, basée sur l'analyse des photographies aériennes pour délimiter les contours des forêts et les 2 approches, il me semble, peuvent donner des chiffres un peu différents. Donc j'ai du mal à évaluer exactement la précision et on a un intervalle de confiance associé aux forêts qui est je ne l'ai pas mis là, mais ça doit être 1,9 million d'hectares plus ou moins, 0,5 hectares peut-être, 0,5 millions d'hectares, je ne sais pas, j'ai pas mis, mais Très bien, merci. je peux Et préciser peut-être ça, plus tard dans la conversation. Je peux faire le calcul après là pour vous donner l'incertitude qui est associée aux chiffres. merci. Et donc, d'autres questions? Alors, un bilan carbone a-t-il déjà été publié pour le secteur forestier? Alors, oui, nous on fait ce qu'on appelle je mettrai le lien dans la conversation après, mais on produit ce qu'on appelle les indicateurs de gestion durable, donc les IGD, qui sont, produits, tous les 5 ans, sur demande du ministère et dans lequel il y a un volet sur le carbone. Et donc mais à part, après jusqu'ici, le calcul était beaucoup plus, grossier que ce qu'on veut faire dans le futur avec le sorte de schéma qui relie les différents secteurs là que je vous ai montré après. Donc, bah, je pourrais vous donner le lien là dans la conversation vers le calcul et puis les chiffres, que ça donne, je vous mets ça après, ouais. Alors une question de madame Hanheim. La forêt va-t-elle être capable de s'adapter au changement climatique? Ça, c'est une question. Disparition des essences fragiles au bénéfice d'autres essences plus résistantes. Heu, Vaste question, je pense que personne n'a de réponse très précise à ça aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que, alors là, je pense que vous avez tous, entendu parler de l'épisode des scolytes, pour l'épicéa, donc l'épicéa notamment en plaine qui souffre énormément de la sécheresse, et qui du coup se retrouve affaibli et très sujet aux attaques, de scolytes.
Donc pour les essences comme ça qui étaient peut-être déjà un peu en dehors de leur aire naturelle de distribution, un changement des conditions peut être oui, ça va être compliqué, quoi. Je pense que, par exemple, pour l'épicéa en plaine, il faut sûrement oublier, quoi. Après, par contre, il y a un peu les 2 discours, hein. Moi, j'ai du mal à me positionner aujourd'hui sur cette question parce qu'aujourd'hui, j'entends les 2 discours, en fait. Il y a le discours de gens qui vous disent que la forêt française ou une grande partie de la forêt française va mourir. Et il y a des gens qui disent que, attention, il y a certaines essences, j'ai notamment eu des travaux pour le chêne, qui ont des capacités d'adaptation remarquables et à très court terme. Donc, je pense qu'il faut être assez humble et dire qu'à ce stade, on ne sait encore pas trop quoi. Très bien. Et je vais prendre une dernière question et on verra à la fin du webinaire si on peut revenir dessus sur les autres questions. Il y a une dernière question, c'est est-ce que vous pouvez séparer, alors je vais mettre des guillemets, ce que M. de Rattler appelle une forêt libre d'une forêt de culture. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière. Bon, parce qu'on peut y avoir plusieurs définitions, mais j'imagine des forêts peut-être laissées en réserve sans opération sylvicole et des forêts effectivement plus de production. Bah, nous, du moment que la forêt est accessible et qu'elle rentre dans la définition de la forêt, donc en fait, on est susceptible de l'inventorier. Et donc, on va aussi bien dans une forêt en libre évolution que dans une plantation de Douglas, quoi. Et après, en fait, on peut voir selon l'inventaire qui est réalisé, on va voir à l'échelle de la place s'il y a que des Douglas qui ont été inventoriés ou enfin, on peut voir la composition en essence du peuplement. On retravaille les chiffres là on peut produire des chiffres par type de composition de peuplement, ce genre de choses. Mais du coup, on produit bien des chiffres pour tous les types de forêts, quoi. Très bien, merci. Je vous propose d'avancer. Hugues, je te repasse la parole pour présenter notre prochain intervenant. Oui, merci beaucoup Thibaut. Donc on va passer maintenant la parole à Julien Mussier de l'AA pour la valorisation du être dans la construction. Julien, je vous laisse rallumer votre caméra et votre micro et partager votre écran et en essayant de bien tenir les 10 minutes, 10 à 15 minutes. Bonjour à tous, on va essayer Merci ça. beaucoup. Alors, est-ce que ça marche? C'est bon, on voit l'écran. Ok. Bon, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter à travers 2 projets la valorisation donc, du bois de feuillu dans la construction et dans le bâtiment. Donc, une petite introduction sur la présentation de mon métier. Donc, je suis architecte, je suis chef de projet au sein de l'agence AA Architecture. Donc, on est basé à Saint-Nabord. On est une équipe d'une dizaine de personnes et on a à notre actif plusieurs réalisations assez innovantes autour de la recherche des matériaux, notamment locaux et biosourcés. Et on s'applique à avoir une architecture toujours en lien avec son territoire. Et donc, l'utilisation de bois et de bois local dans le Grand Est fait partie de notre ADN. Voilà un exemple de réalisation. Donc, c'est pour ma part mon tout premier chantier. C'est un bâtiment du côté de Montbéliard à Vendoncourt. C'est la Damascine. C'est un projet, c'est le premier ERP qui a été réalisé en botte de paille. Donc, ça illustre un petit peu notre démarche. De mon côté, je suis aussi le co-auteur d'un livre qui s'appelle Construire avec le bois, qui est édité par le Moniteur et qui est sorti il y a quelques années, en 2019, juste avant le Covid, sur la réactualisation donc, de l'ouvrage, avec mon ami et confrère Mathieu Fuchs. Donc un livre qui a fait l'objet d'une réédition d'une première édition de 98. Alors, le premier projet que je vais vous présenter autour du feuillu, c'est un projet assez emblématique, qui est le projet du cœur de tendon, notamment sur la construction du périscolaire.
Alors, ce projet, pour vous positionner un petit peu dans le contexte, c'était l'un des premiers projets aussi réalisés avec du bois local, qui a fait l'objet d'un accompagnement du maître d'ouvrage par un COPIL, piloté par la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui a permis en fait tout simplement de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs de la filière bois pour pouvoir se questionner vraiment en amont sur l'utilisation du bois local dans la construction. Et la commune de Tendon étant une commune forestière avec une production variée de bois, on s'est orienté sur 2 projets, l'AL qui a été réalisé avec du Douglas et le périscolaire avec du hêtre. Et la réflexion que M. Clément, maire de Tendon, a menée, c'était d'avoir en fait une ressource locale qui était le hêtre, qui était dévalorisé suite à la tempête de 99, qui était uniquement utilisé en bois de chauffage. Et il était persuadé qu'on pouvait faire mieux, on pouvait faire des choses intéressantes avec ce bois, malgré ses caractéristiques compliquées, puisqu'on était sur on est sur un hêtre de montagne, un hêtre tortueux, et un hêtre nerveux qui posait des problèmes au niveau de la transformation. Donc, je vous ai fourni là un petit schéma sur la problématique de cette fourniture, puisque le bois dans la construction, puisque dans une démarche locale, reste la problématique de l'approvisionnement. Ce projet, il faut se remettre aussi dans le contexte historique, c'est donc le projet a été finalisé en 2012. Donc au niveau de l'approvisionnement, on était en 2010 et première problématique qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas la caractérisation du hêtre en structure, puisque dans ce bâtiment-là, la volonté était d'utiliser ce hêtre non pas que en secondes œuvres, mais aussi en structure. Donc on s'est appuyé sur la valeur du COPIL, puisqu'on avait aussi des ingénieurs et notamment Cri de Bois qui nous accompagnaient pour pouvoir en fait, sur la base du lot de bois fourni par le maître d'ouvrage, de pouvoir sortir des caractéristiques intrinsèques, à la fois en termes de durabilité, en termes d'esthétique, mais aussi en termes de structure. Donc on a pu réaliser ces tests-là au sein du laboratoire du Cri de Bois. Et au niveau de la répartition des rôles, à partir du moment où on vient créer un projet en s'appuyant sur des ressources locales, reste la problématique du pilotage de cette matière. Puisque, comme j'expliquais, on ne va pas chercher du feuillu chez un scieur de manière classique. Là, on avait l'exploitation qui devait être réalisée. Elle a été pilotée par le maître d'ouvrage. Étant commune forestière, elle avait l'ensemble des compétences pour le faire. Et on avait après basculé la première transformation, la seconde transformation sur un copilotage entre l'entreprise, le copil et le maître d'œuvre. L'idée étant, c'est que le maître d'œuvre fournissait les premières sections prédimensionnées du bâtiment pour pouvoir réaliser les découpes de plateaux et lancer le séchage. Et après, l'entreprise récupérait ces plateaux, gérait donc la mise à longueur, la mise à section et les problématiques de préfabrication d'assemblage. Et tout ça avec l'accompagnement depuis le départ sur le COPIL. Donc ça a permis de créer un contexte favorable pour s'orienter vers un projet assez ambitieux en termes de valorisation de ressources. Donc là, l'illustration un petit peu de la problématique. Donc, on a mixé quand même l'enjeu bois local et bois feuillu, qui semble être en tout cas intimement lié par rapport à l'évolution de la forêt. Donc, on voit il y a eu un repérage de la ressource sur pied directement et un travail donc après de calibrage des pièces, puisqu'en fait, la caractérisation faite par le CRIT nous a donné une sorte de cahier des charges, des contraintes d'usage de cette matière pour pouvoir concevoir la structure. Ce bâtiment, en fait, on a créé 2 dispositifs structurels avec le hêtre. C'est qu'on a créé ce qu'on voit ici sur la partie banc d'essai, une poutre caisson. Donc la poutre caisson, en fait, pour illustrer ça, c'est 2 membrures de hêtre qui sont liaisonnées par une flasque d'OSB qui permet en fait de gagner en inertie. Et en fait, chaque pièce de membrure de hêtre sont aboutées.
sont aboutés par le panneau OSB. L'idée étant, c'est que on avait une grosse problématique, c'est que les caractéristiques de ce hêtre-là, étant nerveux, tortueux, on n'avait que des sections ne pouvant pas dépasser 35 mm d'épaisseur, mais surtout une longueur limitée à 1 m, 1 m 20 dans les meilleures pièces. Donc on a dû imaginer ce dispositif-là d'aboutage, mais simplifié, pour pouvoir créer des pièces de grande longueur. Et cet aboutage-là, on voulait qu'il soit simple. Donc là, le fait de fixer par des vis un panneau OSB permettait donc d'avoir la technologie accessible pour l'ensemble des entreprises du territoire. Parce que l'idée d'avoir une ressource locale, faut qu'elle soit aussi applicable avec des entreprises locales. Donc le travail autour de ça, donc là un petit schéma qui illustre aussi cette notion de localité, donc gisement de la ressource qui est du bois communal, donc sur le lieu de construction. L'exploitation, on fait 34 km pour avoir le séchage-sillage, donc c'était sur la commune de Rambervillers. Une seconde transformation chez Charpentier, donc c'était entreprise Certelet à Provenchère, donc on refaisait 45 km, et enfin après un retour sur chantier avec les éléments préfabriqués, 55 km. Donc l'idée est là et elle est là, circuit court et en lien avec le territoire et les entreprises locales. Quelques phases de photos de chantier qui illustrent l'usage du hêtre. Là, c'est sur la seconde partie, les murs de refend structurels. Donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, on a ces 3 photos qui démontrent un petit peu le fonctionnement de cette partie hêtre. En fait, on a des refends qui sont visibles ici sur les murs intérieurs du bâtiment, qui sont composés en fait voilà, de montants hêtre, longueur maximum 1 m 20, épaisseur limitée. Donc on a reconstitué des caissons pour refaire un mur ossature bois, et pour une notion de pédagogie, l'ensemble des murs de refend sont dits ouverts, ce qui permet de voir ce hêtre qui reprend bien les charges. Et sur la photo qu'on voit en haut à gauche, c'est le voligeage intérieur des murs périphériques qui fait la finition et fait le coupe-feu aussi, puisqu'on a un isolant paille biosourcé derrière, qui représente en fait le module de 1 mètre qui a été l'élément qui nous a dimensionné l'ensemble du projet. Et donc on a un usage là plutôt de parement intérieur, donc plus classique, mais on a travaillé sur les finitions, sur le brut de rabotage pour avoir quelque chose d'un petit peu sensible dans le bâtiment. Et voilà quelques photos finies. Donc on a l'usage du hêtre dans sa mixité, à la fois en parement, sol, mur, plafond, mais aussi en éléments de structure, puisqu'on voit les fameux caissons verts en mur de refend et les murs périphériques qui sont composés donc de ces murs, de ces poutres caissons qui viennent en fait ceinturer, on le voit dans la coupe. On a une épaisseur de mur périphérique assez épais parce qu'on vient ceinturer par ces poutres caissons des bottes de paille qui font 36 cm d'épaisseur. On a en bas à gauche, en bas à droite, pardon, une illustration du bâtiment d'il y a quelques années, puisque aujourd'hui, le bâtiment est en train de franchir sa décennale et on a zéro souci d'éléments, enfin zéro souci de maintenance sur ce projet, malgré les grandes craintes du bureau de contrôle qui, sur cette opération, a été le principal frein à cette utilisation du hêtre, puisqu'on n'avait pas de référentiel au niveau des détails et au niveau du cadre réglementaire pour pouvoir faire passer les éléments. Donc, ce qui nous a permis de tout dimensionner, c'était ce travail en amont de caractérisation de la ressource, ce qui nous a permis d'aller au bout de l'opération. Voilà une photo illustrant le projet Cœur de Tournon avec les 2 bâtiments sur l'utilisation du Douglas avec la halle, le hêtre sur le périscolaire et puis le massif qui est le gisement principal de la ressource, donc pour montrer la proximité de tout ça. Je vais vous présenter un deuxième projet qu'on a réalisé sur le territoire vosgien, donc à Arches, c'est le Lettré, donc c'est une médiathèque, donc dans le cadre d'une rénovation. Rénovation d'un bâtiment ancien, l'ancienne mairie, ancienne école de la commune, avec aussi une problématique structurelle. Alors là, la problématique est différente. Déjà, on est dans un autre contexte
historique, puisqu'on a commencé le chantier, on a commencé l'étude en 2018, me semble-t-il, et on a pu bénéficier de la caractérisation du être en structure pour ce projet-là. Donc on a pu aborder la ressource de manière beaucoup plus sereine. Et on a abordé aussi ce projet avec la ressource locale. Donc, on avait un peu cette même démarche d'exploitation, première transformation. La difficulté qu'on a eue sur cette opération, ça a été d'impliquer le maître d'ouvrage, puisque au niveau de la fourniture, étant aussi une commune forestière qui vend du bois, par contre, elle était moins structurée que Tendon pour pouvoir piloter. Donc, on avait mis en place un schéma pour orienter les entreprises sur la ressource locale de bois de la commune, mais on n'a pas porté et piloté l'opération aussi précisément qu'à Tendon. Donc, on a là, nous, du bois de être mis en œuvre sur la commune de Darney, donc qui reste assez proche du chantier, et qui n'a pas été imposé par le maître d'ouvrage dans l'opération. Le principe de ce projet, en fait, c'est le principe de la boîte dans la boîte. On avait un bâtiment ancien, somme toute classique, début 20e, où on avait donc, on le voit sur notre coupe perspective, 2 pignons, des façades porteuses, et on avait un refend intérieur. Et nous, notre concept, c'est que quand on a fait l'analyse du programme entre les surfaces disponibles et les surfaces projetées, on était en deçà on avait plus de surface offerte. Le bâtiment ayant eu plusieurs vies, plusieurs transformations, on avait les planchers qui étaient un petit peu fatigués. Donc l'idée, ça a été de venir totalement déconstruire l'intérieur. Tous les éléments bois, principalement résineux, ont été déposés. Et l'idée, c'était de venir insérer donc une nouvelle structure à l'intérieur pour pouvoir reproposer des espaces. Donc là, on le voit au niveau du plan. L'idée de recréer cette boîte dans la boîte, c'était aussi de limiter les surfaces, on va dire, coûteuses, les surfaces réglementaires thermiques. Et donc de proposer au centre du bâtiment un bâtiment BBC Renault et des espaces servants qui ont un confort thermique, puisqu'il y a une isolation au sol et plafond qui ont été faites, il y a des enduits qui ont été proposés pour faire des enduits terre chaud pour faire le confort des parois, mais on est sur un espace plutôt de passage, de service, qui ne nécessite pas de l'activité. Et donc l'idée, c'était de concentrer pour respecter au mieux le budget et de valoriser en fait l'enveloppe financière sur la partie centrale des usages. Et donc notre stratégie avait été de reconstituer un refend intérieur et de redimensionner les portées en faisant un plan à 6 cases avec des portées de 3 mètres, 3 mètres 50. L'idée derrière, c'était de pouvoir utiliser donc des éléments massifs en hêtre pour pouvoir travailler avec la ressource locale. L'idée aussi du hêtre est venue par rapport au gisement de la commune et du territoire, mais également aussi par rapport à l'ambition du projet qui était une médiathèque, et on souhaitait en fait créer comme une boîte à bijoux, enfin quelque chose d'assez précieux, et que le mobilier et la structure venaient un peu se mêler, que les éléments structurels s'intègrent parfaitement aux éléments de médiathèque et qu'on ait une sorte de boîte à livres qui se constitue sur l'ensemble du projet. Donc là, on le voit sur nos 2 coupes, là, le principe en fait de poteau-poutre avec la trame reprise et coupée non plus en 2 mais en 3. Donc ça, c'est sur l'élément de gauche, et sur la coupe perspective de droite, on voit aussi le travail qui a été mené sur les distributions sur les espaces servants, où on a totalement ouvert le volume pour pouvoir accéder aux différents espaces et de créer en fait une promenade qui offre des espaces d'exposition en lien avec la médiathèque. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, en termes de matière, on a eu la chance, c'est de s'appuyer sur une caractérisation du hêtre en structure. Donc les règles constructives s'appuient en fait sur une classification du bois en structure. Et cependant, pour pouvoir appliquer et s'assurer que ces règles soient justes,
il faut qu'on puisse en sortie de série avoir un bois avec une étiquette qui nous certifie de la classification de ce bois au niveau structure. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, enfin en tout cas à l'époque, aujourd'hui j'espère qu'il y a eu des formations de fait, mais on n'avait pas de scierie locale qui disposait de cette compétence. Donc on a pu récupérer uniquement des bois avec un classement visuel sans avoir l'engagement auprès de la part du scieur de leur capacité structurelle. Donc on a dû, pour avoir la validation au niveau du bureau de contrôle, on a dû faire tester l'ensemble des pièces sur le banc d'essai, alors toujours au CRIT, pour s'assurer qu'elles répondaient bien aux exigences structurelles qu'on avait posées dans le projet. Alors vous voyez sur Excuse-moi, les... Julien, Oui. désolé de t'interrompre, mais il Ouais. faudrait vraiment conclure, s'il te plaît. Ça marche. Ça marche. Juste pour les photos là, on a, vous voyez, on a contrairement à ce j'ai pu dire, on est sur du lamellé-collé. Ça, c'est lié aussi à un changement de programme du maître d'ouvrage, puisque la médiathèque initialement devait être au rez-de-chaussée. Maintenant, elle s'est étalée sur plusieurs niveaux, donc les charges étaient différentes. Donc, on est passé sur du lamellé-collé qui a encore une fois complexifié la chose. Quelques photos, voilà, du rendu de chantier. Donc on voit les poteaux et les poutres qui proposent aussi une section fine malgré les charges qu'elles reprennent. Bon, ça c'est la circulation intérieure. On voit les éléments de fixation. Et pour illustrer, voilà, le projet, c'est que la structure se noie avec les éléments mobiliers qui permet en fait une intégration parfaite du matériau bois, de la ressource et du mobilier. Voilà, on ne distingue plus vraiment la structure et le mobilier. Voilà. Donc voilà sur deux exemples de réalisation. On a également aussi utilisé, mais le temps étant limité, le hêtre sur d'autres usages, notamment sur un bâtiment à Certigny proposant des grandes portées. On a utilisé ce matériau pour faire des poutres treillis. Et on a aussi quelques exemples de bardage en hêtre, donc un usage en extérieur, mais nécessitant en fait des traitements en amont, et notamment sur le thermo-huilage ou le thermo-chauffage qui permet en fait d'avoir une transformation de la durabilité du hêtre en étant classe 3 voire 4 selon le type de traitement envisagé. Donc voilà sur les projets. Ces deux projets ont été reconnus aussi au niveau régional et national, puisque Tendon a eu le prix national de construction bois en 2012 et la médiathèque d'Arches a reçu donc le prix régional l'année dernière, me semble-t-il. Voilà pour la présentation. Donc je suis tout à fait ouvert aux questions. Merci beaucoup. Oui, quelques questions rapides. Ouais. Apparemment, sur des bois aboutés, on n'a pas vu les dents de scie. Est-ce que alors justement, elles y étaient ou pas? Non, elles n'y étaient pas. Le principe, c'est vrai que là-dessus, un petit schéma aurait été plus pertinent. En fait, on est sur un principe d'aboutage bout à bout sans dents de scie. L'idée étant, c'est que on voulait avoir l'assemblage le plus simple possible. Et donc, on voulait avoir que les pièces soient bout à bout. On avait aussi des pièces qui se chevauchaient parce que, comme je l'avais annoncé, on avait les largeurs de montant faisaient 60 mm, donc on avait des pièces qui faisaient 20 et 40, donc on pouvait faire un chevauchement. Et en fait, tout l'aboutage se faisait par l'application des deux joues, des deux flasques, autour de ces montants hêtres, de manière à pouvoir avoir un assemblage simple de vissage. Alors ça permet deux choses. Ça permet d'avoir un assemblage facile pour que l'ensemble des entreprises puissent répondre à cette offre-là. Et il y avait la notion de réversibilité qui était possible avec cette technique-là. Mais l'idée étant de ne pas avoir de complexité au niveau de la réalisation de ces grandes longueurs. Pardon, il faut que je remette mon micro. Pas de souci. Très bien, merci. Sur Tendon, quel était le bureau de contrôle et comment s'est établi le dialogue finalement avec le comité de pilotage? Alors, le comité de pilotage a été fait surtout au niveau de l'étude et donc de la partie en amont, beaucoup moins sur le chantier, et était représenté par des charpentiers, ingénieurs, architectes,
la filière, donc ça c'était extrêmement intéressant. Et la Chambre des métiers de l'artisanat, notamment. Et le bureau de contrôle, c'était Veritas, qui lui est plutôt intervenu en phase chantier. Donc c'est un petit peu le regret qu'on a sur l'opération, c'est-à-dire que c'est qu'en fait, les bureaux de contrôle étant principalement le frein, il faisait son boulot. Le COPIL s'est arrêté à peu près sa mission au moment où on avait celle du bureau de contrôle qui commençait, où je pense qu'on aurait pu avoir un dialogue et un échange beaucoup plus poussé et soutenu notamment. Mais on avait voilà, ce timing qui se glissait pas trop. Et au niveau le relationnel, en fait, c'était très très tendu au départ, puisqu'en fait, je pense que le bureau de contrôle a un petit peu sous-estimé la mission dans laquelle il s'embarquait. Et on a dû garder la cohérence du projet coûte que coûte, en fournissant des éléments, comment dire, il fallait recréer le contexte réglementaire à chaque fois. C'est-à-dire que voilà, l'utilisation, que ce soit de la paille, des essis, du hêtre, chaque fois, il fallait réinventer un contexte réglementaire qui n'existait pas sur ces matériaux-là. Donc là, par rapport au hêtre, les études sur les bancs d'essai du CRIT ont permis de faire valider l'ensemble des éléments structurels. Je vais essayer de coupler deux questions, de savoir si justement les essis sont aussi en hêtre et finalement quelle est la durabilité estimée du hêtre dans cet usage, enfin dans l'usage du bâtiment de tendon. Alors, dans le bâtiment de tendon, on a l'usage d'habillage qui est un usage classique d'intérieur. Donc là, classe 2, classe 1 même, donc aucun problème. Au niveau de la structure, on a deux usages de structure. On a celle qui est visible, donc qui va s'apparenter à du parement, donc sans aucun souci de durabilité. Et il y a celle qui est donc dans les poutres caissons, qui a fait l'objet d'un traitement comme l'épicéa, de trempage, insecticide, fongicide, classe 2. Donc là, la différence des murs de refend, c'est qu'on ne le voit pas, donc on doit avoir ce traitement comme un bois de structure. Donc on n'a pas d'éléments en plus. Et pour répondre aux essis, donc là, les essis, c'est du mélèze. On n'a pas été jusqu'au bout, puisque si on aurait souhaité faire des essis en extérieur, il aurait fallu les thermochauffer. J'avoue, j'ai jamais vu d'essis thermochauffés, mais dans les bâtiments de la Souris Verte Épinal ou de l'atelier bois d'ONF à Certigny, on a fait donc du thermohuilage et du thermochauffage, comme j'expliquais, qui passe par deux phases. La première, c'est vraiment assécher le bois au maximum pour toucher l'eau de constitution. Et après, il y a par trempage, notamment sur le thermohuilage, une injection d'huile et surtout une coloration du bois qui permet en fait de protéger des effets de la lune et des UV le bois. Le souci de ces traitements-là, c'est qu'on va gagner en durabilité et on va perdre en éléments structurels. Donc on peut utiliser ces technologies-là uniquement en parement. Merci. Je vous propose d'arrêter là pour respecter le timing. Julien, vous pourrez voir, là, il y a plusieurs questions encore dans le chat qui vous concernent. Donc, si vous avez la possibilité d'y répondre par écrit, ce serait l'idéal. Hugues, je te refasse la main. Merci beaucoup, Thibaut. Donc, je vous propose de passer à la présentation suivante, par Michael Simier, du bâtiment associé, donc sur la valorisation du chêne et du peuplier dans la construction. Michael, je te laisse partager ton écran. Et puis rallumer ta caméra et ton micro si... Ouais, attends. Ouais. Est-ce que c'est bon? C'est bon, c'est tout bon. Désolé. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok, très bien. Bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Michael Simier. Je suis directeur de la partie construction bois au bâtiment associé. Donc, on est situé dans un petit village à quelques kilomètres de Reims,
on fait plusieurs métiers. Donc dans la partie, enfin en tout à l'entreprise, on est environ 220 salariés, et dans la partie bois, on représente à peu près 50 salariés. On travaille à 2h30 autour de Reims. Donc on va Metz, Nancy, Lille, beaucoup Paris, et puis également l'Oise. Donc je vais vous faire une présentation donc sur l'usage du feuillu dans la construction. Je vais prendre deux exemples. Donc le peuplier, avec un chantier qu'on est en train de faire actuellement dans les Hauts-de-France, et je vais prendre également le chêne, avec une future charpente qu'on va faire et puis une qu'on est en train de terminer. Donc, le peuplier en France, peuplier dans la construction, l'école dont je vous ai parlé, en fait, qui est en peuplier et en paille à Pont-Sainte-Maxence, donc c'est dans l'Oise, on va dire une demi-heure de Compiègne. Le chêne également, après, donc dans la construction neuve et dans la restauration, puisqu'on fait aussi, on a aussi une partie monument historique dans laquelle on utilise forcément beaucoup de chêne. Alors ça, je vais essayer de passer assez rapidement parce qu'on est déjà à la bourre. Grosso modo, dire quand même que un des avantages du peuplier, c'est le délai entre la plantation et la récolte, qui est d'environ 15-20 ans, que le Grand Est, c'est quand même la 3e région productrice et qu'on représente à peu près 10% de la production nationale. À noter que les différents usages en fait, qu'on utilise nous dans la construction, ça peut être pour le bardage, pour la volige, pour les charpentes et pour les aménagements intérieurs. À savoir que pour tout ce qui est volige, en général, les couvreurs aiment bien parce que c'est un bois qui est quand même assez tendre. Et lorsqu'on fait, par exemple, des tourelles sur des châteaux, des chapelles, des choses comme ça, souvent, en fait, on met plusieurs épaisseurs de volige. On la pose à 45 degrés, ce qui nous permet en fait de réussir à la cintrer facilement. Et du coup, on met en général 3 épaisseurs de volige qui font entre 10 et 12 mm d'épaisseur. Et historiquement, en fait, donc, le bois de peuplier a toujours été utilisé en charpente. Dans certaines maisons, on retrouve encore des vieilles charpentes en peuplier. La volige est très répandue, comme je vous l'ai dit, et surtout dans l'ouest et dans le nord de la France. Alors, comme je vous l'ai dit, le peuplier, en fait, se déforme facilement, se cintre facilement, donc c'est une de ses quand même qualités. Et par contre, à contrario, le peuplier est une essence parfaitement adaptée à des usages structurels, sous réserve de classer mécaniquement les bois d'œuvre. Et ça revient à ce que disait tout à l'heure Monsieur Mussier concernant le hêtre. C'est que nous, quand on a acheté le peuplier qu'on vient d'acheter en Hauts-de-France pour le chantier que l'on a fait, il a fallu tester en fait mécaniquement l'ensemble des bois qu'on a reçus pour pouvoir les classer et dire que c'était du bois classe 4 et pour que le bureau de contrôle l'accepte. Le projet que je vais vous présenter, donc, c'est l'école Bonnel à Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise. Alors cette école, en fait, le maître d'ouvrage, donc c'est la mairie de Pont-Sainte-Maxence. Les architectes, c'était un groupement de 2 architectes, donc l'atelier Amélie Fontaine qui est basé dans le nord de la France et Jeanne Darras qui est basée en région parisienne. Nous, grosso modo, on en a, en arrondissant, on va dire à 1 150 000 pour le lot bois. Donc on a pris du peuplier des Hauts-de-France, de l'épicéa origine France, et tout ce qui est bardage et également toute la structure de la charpente du préau sont en châtaignier qui provient des Hauts-de-France également. À savoir que ce qui est original et ce que j'ai trouvé, c'était une grande première pour nous, parce que nous, faut être honnête, c'est notre premier gros chantier en peuplier. Et en fait, quand ils ont lancé l'appel d'offres, vu qu'il y a une volonté vraiment de développer cette essence et surtout l'usage de cette essence en Hauts-de-France, eh bien, en lançant l'appel d'offres, on a dû répondre en base, où on répondait en fait sur une base épicéa, et ensuite on a dû donner la plus-value que ça ferait si on passait en peuplier. Et en fait, pour développer le peuplier dans la construction, eh bien, les Hauts-de-France prennent à leur charge la différence entre la base et la plus-value en fait que l'on propose en étant en peuplier. Du coup, c'est la région qui prend à sa charge ce surplus. À savoir que nous, au niveau comment dire, travail de la matière pour nos compagnons, par rapport à l'épicéa, il n'y a pas vraiment de différence au niveau, en tout cas, taille machine, on va dire. Après, par contre, bon, il est beaucoup plus poreux. Donc, quand on le traite dans nos bacs à traitement ou quand on passe après une lasure dessus,
il gobe beaucoup plus que l'épicéa et il est plus sensible quand on le rabote, quand on est ce qu'on appelle nous du travers fil. En général, en épicéa, ça choque pas trop. Là, par contre, les éclats se voient beaucoup plus rapidement avec. À savoir également que les Hauts-de-France sont victimes de leur succès parce que ils ont comment dire, du mal, on va dire, à fournir tous les chantiers qui sont lancés en peuplier. Et du coup, si on avait voulu, on aurait pu passer l'ensemble de la structure bois en peuplier, mais vu qu'il y avait une forte demande à ce moment-là, on n'a passé que ce qui est apparent. Là, vous voyez en bas à gauche, on est en train de lever la première zone donc, de l'école. Donc, vous voyez les caissons de toiture avec l'écran de sous-toiture qui a déjà été mis en atelier, le latage également. En fait, donc, les caissons de toiture, c'est des caissons isolés en paille. Et les murs sont isolés en paille également. C'est pour ça qu'on a pris aussi le soin de mettre l'écran de toiture vraiment à l'entreprise directement pour essayer d'éviter au maximum les infiltrations d'eau et l'eau qui irait au contact de la paille. Et donc tous les bois que vous voyez là sur le 3D sont les pièces de charpente qui seront apparentes en peuplier. Et à savoir que les murs de refend seront en terre crue à l'intérieur de ce logement, que normalement on a prévu d'être hors d'eau, hors d'air pour mi-juin, sans compter le mois de mai avec tous les ponts. Donc voilà, ça c'est pour la partie peuplier. Ensuite, pour la partie chêne, voilà, pareil, je vais passer assez rapidement la présentation du chêne, parce que ça avait déjà été pris tout à l'heure. Je vous la passerai de toute façon dans les documents qui seront transmis après. Ensuite, ça, c'est une charpente qu'on vient de décrocher la semaine dernière. Donc, c'est une cuverie qui sera réalisée à Vertus. C'est pas très loin d'Épernay. Donc, avec une charpente en chêne massif qui sera donc avec des fermes cintrées pour la cuverie du baron de Rothschild. À savoir que ce qui nous a fait un petit peu, entre guillemets, rigoler, nous, c'est que on était 3 sur l'opération et on a 2 confrères qui n'ont pas osé aller jusqu'au bout puisqu'ils avaient peur de ne pas réussir à trouver la ressource en chêne, puisqu'ils avaient peur que tous les chênes partent pour la cathédrale de Paris. Ça nous a fait un petit peu rigoler. Et là, donc, nous, on a réussi à trouver, enfin, à bloquer en tout cas les quantités de chêne avec les sections importantes, puisque forcément, pour des grosses fermes cintrées comme ça, il faut des sections importantes. Quand c'est du massif, on les a trouvées dans les Hauts-de-France. Et donc ça, on a prévu, enfin voilà, on démarre l'étude actuellement et on a prévu d'être au levage grosso modo entre mi-octobre et mi-décembre. À savoir également que bon, quand on fait du chêne comme ça, ce qui est embêtant, c'est tout ce qui est coulure de tanin. Et donc dans ce cas-là, on passe des lasures quand il n'y a pas de parapluie, quand on travaille avec les intempéries, on va dire, on passe des lasures à l'atelier en entreprise avant d'arriver sur chantier pour éviter que tout coule, surtout quand c'est de la pierre apparente ou des bétons blancs. Là, c'est suite à un sinistre également. C'est une ancienne chapelle en fait qu'on a restauré, enfin qu'on a refait à neuf, pardon, à Orbey-l'Abbaye. Donc on a refait tout ce qui était chapelle, plancher, structure, chêne également. Et les planchers, on les a pareil, on les a taillés dans nos ateliers, on les a après assemblés sur site. Là, pareil, tout le chêne en fait provient des Hauts-de-France. Là, vous avez une photo où là, on avait la chance par contre d'avoir un parapluie au-dessus de nous. Alors, c'est embêtant quand on doit mettre des coups de grue, des choses comme ça pour le levage. Par contre, ça nous permet de travailler à l'abri et ça permet surtout d'éviter ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est coulure de tanin. À savoir qu'on marie également, la modernité à la tradition. Donc, on a un bureau d'études intégré qui nous permet de faire tous nos plans sur un logiciel qui s'appelle CADWork. Ça nous permet de tout justifier, de faire tout valider par les bureaux de contrôle. Et ça nous permet également, puisqu'on a des robots de taille derrière, de tout passer avec nos machines à commande numérique. Et par exemple, parfois, quand on fait des clochers d'église, suivant la hauteur qu'ils font, on assemble tout à l'entreprise et on part avec le clocher déjà tout assemblé, avec juste un coup de grue à mettre après en arrivant sur site.
J'ai fini également et je resterai à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Michael. Il y a une question de M. Caquino de la région. Peut-on avoir une idée de la différence de coût entre l'épicéa et le peuplier sur la première opération? Oui, là, ça représentait, bon, je ne suis pas à l'euro près, mais il y avait une plus-value d'à peu près 300 000 euros, je crois. Entre 200 et quelques et 300 000 de mémoire. Très bien, merci. Quel type de lasure, une question de M. Colne, quel type de lasure avez-vous employé pour fixer le tanin sur le chêne et le châtaignier? Alors pour le châtaignier et même pour le peuplier, c'est pareil, c'est une lasure bio. Je pourrais faire passer la fiche technique si tu veux, mais c'est une lasure bio. L'archive voulait une lasure bio. Et après, de toute façon, quand on travaille dans tout ce qui est cuverie ou maison de champagne, on peut pas passer les produits on peut pas mettre les produits qu'on veut pour ne pas risquer d'abîmer les vins. Je te passerai la fiche technique si tu veux. Ouais, très bien, merci beaucoup. Je n'ai pas vu d'autres questions. De toute façon, on pourra peut-être voir à la fin s'il nous reste du temps. Hugues, je te propose peut-être d'inviter notre dernière intervenante à participer en remerciant encore Michael. Merci beaucoup. Donc, je vous propose de passer à la dernière présentation donc, de Caroline Klein de Gribois sur la valorisation des feuillus en aménagement intérieur. Donc, Madame Klein, je vous propose d'allumer votre micro et votre caméra et de partager la... Bonjour à tous. Alors, les fenêtres. Alors, on a pas mal d'interférences. Ah. Et c'est toujours le cas? Moins, là, ça va mieux, là. Ouais. Ça va mieux? Est-ce que tout le monde... Enfin, est-ce qu'on voit mon écran? Oui, très bien. C'est bon? Ok. Je vais peut-être... comme ça. Voilà. Ok. Donc, rapidement, une présentation de Gribois. Donc, Gribois, c'est une société de menuiserie. Donc, on est dans la deuxième transformation du bois et on est composé d'architectes et de compagnons menuisiers. On est installé au sein du collectif CRIC, qui est un collectif strasbourgeois d'artistes, artisans. Donc, on est en collaboration constante avec plusieurs corps de métier et avec l'artisanat local principalement. C'est une entreprise qu'on souhaite garder à taille humaine et parce qu'on part du principe que c'est aussi de cette manière-là qu'on arrive à traiter la question des projets locaux. Et donc, rapidement, par rapport à notre démarche, on a décidé dans notre menuiserie de faire seulement des mobiliers à partir de panneaux qui sont dérivés de bois massif, c'est-à-dire du lamellé-collé, du contreplaqué, du 3 plis. On tente souvent de conseiller aussi en fonction des situations, comme on l'a vu donc au tout début du webinaire, un peu donc en fait essayer de s'informer sur les situations des forêts et à partir de là pouvoir proposer en fonction des besoins et aussi des affinités qu'il va y avoir avec le projet des panneaux adaptés. En fait, on aimerait encore plus développer ça, cette connaissance, et pouvoir vraiment dire ce que possèdent nos forêts et à ce moment-là, influencer les utilisations du bois dans nos mobiliers. Souvent, on prend un peu aussi la métaphore du jardin. Nous, quand on essaye de faire un meuble, soit on part du principe où, par exemple, on sait exactement ce qu'on va faire, on va regarder un peu la recette, on va au supermarché, on achète les ingrédients, soit on va au jardin et puis
on regarde ce qu'il y a et on compose avec. Nous, notre objectif dans la menuiserie actuelle, ce serait de pouvoir vraiment composer avec ce qu'on a et pouvoir ensuite proposer des meubles et donc ancrer nos projets dans une compréhension plus environnementale et locale. Voilà, rapidement, ce qu'on fait. Donc c'est ça, l'accompagnement autour du bois massif. Là, on voit une image en bas à gauche d'échantillons qu'on possède. Donc, nous, on essaye vraiment d'étendre une gamme par rapport à nos bois et vraiment de sortir de la menuiserie qui va produire, entre guillemets, aussi un peu du déchet avec des panneaux agglomérés ou composites, etc. Donc, voilà. Dans la question qu'on avait, c'était comment valoriser les feuillus en aménagement intérieur. On a décidé de vous montrer quelques exemples d'aménagement, tout simplement, en fonction des essences et des panneaux. Donc là, on est sur une cuisine qu'on a réalisée en latte frêne. Donc ça a été un choix d'essence noble du client. Et nous, on est venu après conseiller par rapport aussi aux tendances actuelles des problématiques qu'il y a autour des frênes. Donc, essayer aussi de valoriser le frêne en aménagement. La problématique de ce panneau du latte, c'est qu'il a un champ qui est d'apparence qui n'est pas très beau, dans le sens où c'est un panneau qui est composé de petites lames de bois d'épicéa, souvent, et qui après a juste une couche de massif de noble. Donc nous, dans ces types de panneaux, ce qu'on propose, c'est qu'après, on va faire des finitions sur les champs adaptés. On le voit au niveau des poignées, par exemple, du meuble, ce qu'on va peut-être moins faire dans d'autres types de panneaux comme le contreplaqué, où on essaye en fait d'intervenir le moins possible quand même sur les panneaux et de garder la sincérité du bois au maximum. Mais bon, dans le latte aussi, pour des mesures d'hygiène et autres, on le propose pas. Là, on a d'autres réalisations avec du feuillu en chêne, par exemple. Ici, on est sur une table, un bureau d'une bijoutière. Donc, on est parti sur du chêne et sur un panneau de lamellé-collé pour garder une plus forte, une plus grande épaisseur. Donc, on en avait besoin. Et aussi, on voit sur cette photo, en fait, l'artiste travaille sur des petites consoles qu'on a proposées en massif, où là, on a vraiment du frêne massif sur lequel elle va venir taper, etc. Donc là, c'est un choix qu'on a fait avec l'artiste et qu'on représente après, nous, aussi dans le design du meuble. Voilà. Là, on a un autre type de meuble type bibliothèque, où là, on est parti sur du 3 plis. Ce que j'ai pas dit aussi juste avant, c'est que par rapport au 3 plis et la comparaison entre le lamellé-collé et le 3 plis, c'est que le 3 plis est beaucoup plus adapté pour des meubles en façade, par exemple, puisqu'il va beaucoup moins bouger. Donc là, on adapte aussi le panneau en fonction du projet. Donc là, on est sur un panneau 3 plis, chêne. Et avant aussi, on était parti sur un lamellé-collé plus massif, qui était beaucoup plus adapté parce qu'on pouvait beaucoup plus le contraindre en fait au niveau de l'aménagement de la table. Voilà. Là, on est de nouveau sur un 3 plis chêne, où là, on voit qu'on a bien, on fait des défonces, etc. On garde vraiment toute la sincérité du bois en fait dans ce travail-là. Ici, on a encore plusieurs parties. Là, dans ce cas-là, par exemple, l'objectif, c'était de ne pas voir les champs du panneau. Donc, dans cette intervention,
nous, on a décidé de cacher en fait les champs apparents du 3 plis. C'est de nouveau un 3 plis chaîne en faisant tout simplement juste une jonction à 45 degrés au niveau des champs. Ça permet d'épaissir aussi dans le design l'aspect des meubles, mais de rester sur un bois. Là, on était sur un panneau de 19 mm, mais qui était doublé en fait au niveau des champs. Donc le traitement des champs, c'est quelque chose qui est assez important pour nous. La finition aussi, on l'a vu sur l'image précédente, qu'on a aussi des huiles de finition différentes qu'on va venir appliquer. Là, on a une autre réalisation donc en hêtre. C'est principalement encore, c'est un panneau de latté, de nouveau cette fois-ci. Donc là, on a exactement les mêmes problématiques au niveau des champs. Ce qui est intéressant avec ce mobilier, c'est qu'on a dû faire des tests parce que c'est un meuble sur lequel on peut venir monter. Il y a des barreaux. Et en fait, on a dû faire des tests en interne. Nous, on n'a pas de problématique structurelle. On n'a pas de bureau de contrôle, autre chose comme ça. Mais après, on fait régulièrement quand même des tests pour savoir en interne si c'est possible en termes de charge de pouvoir assurer certaines prestations. Donc là, on est sur un panneau de latté-hêtre qui reprend structurellement aussi après le passage, mais c'est aussi très temporaire et ponctuel. Et également le peuplier. Le peuplier, c'est un bois qu'on a utilisé surtout dans nos débuts parce que c'était un panneau très accessible et aussi qu'on on avait des fortes problématiques financières. Donc, c'est un bois qui est aussi beaucoup moins cher que d'autres. Donc, dans ces projets-là, par exemple, c'est l'aménagement entier en termes de mobilier d'une chambre pour enfants. La différence qu'on a avec tous les autres projets, c'est qu'on a dû vernir le bois puisque il est beaucoup plus tendre et on avait peur qu'il soit vraiment beaucoup plus vite abîmé qu'avec d'autres bois. Donc là, on le voit sur l'image en haut qu'il est plus brillant, il a un aspect beaucoup plus filmogène en fait. Et on a maintenu aussi les champs apparents du panneau. Là, on a un exemple de l'aménagement. Ce bois-là, on l'a utilisé pour faire absolument tout. On l'a utilisé pour les plinthes. On a fait un lit sur mesure aussi, aménagé avec ces mêmes panneaux. On a essayé de vraiment pousser au maximum l'aménagement avec ce panneau-là. On a réalisé encore aussi d'autres types de bibliothèques avec ce même panneau et la même finition. Et rapidement aussi, ce panneau, on l'a utilisé pour la création d'un bar. C'était un bar qui était démontable et qui devait se transporter facilement. Et donc, on a aussi porté notre choix sur ce panneau pour tout simplement sa légèreté, parce que c'est aussi un panneau qui est vertueux pour ça. Mais je voulais quand même aussi terminer sur une problématique qu'on a et dont on a déjà eu l'occasion d'en parler même avec Fibois, c'est l'identification des ressources et l'approvisionnement des panneaux, parce qu'on a effectivement beaucoup moins de mal de trouver du bois de structure ou d'en avoir. Mais en ce qui concerne les chaînes d'industrie ou de première transformation de panneaux, on est assez peu fourni quand on veut faire du local, ou alors il faut faire du panneau à chaque fois sur mesure, ce qui pose une problématique quand même assez forte au niveau du coût, puisqu'on est quand même dans un secteur assez concurrencé avec, je dirais, d'autres entreprises ou même d'autres grandes firmes type voilà, Ikea ou d'autres choses comme ça, ou même le meuble est devenu quelque chose qu'on achète peu cher, ou en tout cas on prend l'habitude d'acheter peu cher le meuble. Le fait d'avoir peu
d'entreprises de transformation de panneaux. Ça fait que forcément, ça augmente beaucoup le coût de la matière première. Donc pour nous, c'est tous les jours un enjeu en fait de pouvoir continuer à proposer ce type de prestations au sein de notre entreprise. En ce qui concerne le bois, les panneaux locaux en France, nous, on traite principalement avec ces 4 entreprises. Le contreplaqué peuplier, par exemple, c'est Joubert et c'est une société française qui est plutôt assez développée. C'est pour ça qu'on avait commencé avec cette société. Les autres font vraiment principalement du 3 plis, mais c'est très très haut de gamme par rapport à un contreplaqué peuplier. Ça n'a rien à voir. Et tous les autres panneaux, ceux qu'on a pu voir, les lattés par exemple, pour l'instant, on n'a aucune vraie provenance française en tout cas. Donc nous, on continue à chercher et à espérer que ça puisse se faire, mais en tout cas, dans la valorisation du feuillu en aménagement intérieur, c'est quelque chose, je pense, qui pour nous, qu'on essaye de porter et de valoriser tous les jours avec ou avec une grande ou pas difficulté, en tout cas en termes de gisement, oui, ça c'est sûr. Voilà. Et puis, c'était tout. Merci. Merci beaucoup, Madame Klein. Il y avait juste, il y avait des questions, mais sur lesquelles vous avez répondu à la fin de votre intervention sur votre politique d'approvisionnement et sur les filières locales, donc vous y avez parfaitement répondu. Je pense que ça a bien souligné l'importance aussi de développer des produits dont vous avez besoin sur la base de la ressource dont nous avons pu faire un rapide inventaire en début de webinaire. Donc, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions auxquelles vous pensez. N'hésitez pas dans les 2 minutes qui viennent. Au pire, Madame Klein vous transmettra les questions pour une réponse en un second temps si cela est nécessaire. Hugues et François, je vous propose de passer à la conclusion. Oui, merci beaucoup Thibaut. Donc, effectivement, merci beaucoup à tous les intervenants et puis aux participants pour leur intérêt et pour leurs questions. Et puis, je propose à François Garmen, président du Conseil régional de l'Ordre des architectes Grand Est, de conclure cette réunion. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci Hugues et Thibaut déjà pour la dynamique qui est enclenchée ici, dynamique qu'on essaie de co-construire. Je voulais aussi féliciter la qualité des interventions qui sont bien complémentaires. Je les lis vraiment en tant que complémentarité des informations. Je crois qu'on a vraiment besoin d'entretenir ou de refabriquer ce lien entre l'agriculture, ici la sylviculture et le monde du bâtiment. Je crois qu'on souffre, on constate plutôt cette acculturation nécessaire qui reste à faire, pardon, ce manque d'ancrage, je dirais, dans les pratiques et commencer à travailler la percolation entre les milieux, la forêt, les premiers transformateurs, les seconds, etc. La prescription et les clients est absolument nécessaire et vitale et urgente aujourd'hui. Donc c'est lié à une méconnaissance qui a été un peu entretenue ou après on peut développer ça sur l'inadaptation des classements peut-être ou un certain nombre de sujets qui sont peut-être des freins qui ont été évoqués à gauche et à droite, mais en tout cas les freins c'est fait pour être débloqués. Donc dans l'idée c'est aussi de veiller à essayer de démocratiser, c'est un mot que j'aime beaucoup à plein d'égards, démocratiser l'architecture et démocratiser l'usage des biosourcés en général et ici des feuillus qui nous concernent bien sûr de manière la plus consciente possible. Pour ça, je pense qu'arriver à visualiser ensemble la gestion de vos stocks, ce qui a été très bien expliqué dans la première intervention, c'est très éclairant en fait d'apprendre ces chiffres-là.
de faire le lien avec la première transformation locale pour avoir cette conscience des stocks disponibles éventuellement. Je pense que c'est très important pour nous, les architectes ou les prescripteurs, c'est de connaître la ressource locale. Donc, ça passera peut-être certainement, un besoin que j'exprime souvent, c'est pour mieux s'approprier la ressource, c'est d'avoir une cartographie. On parle souvent de cartographie, mais c'est une bonne façon de visualiser ce qui pourrait être là et là des éléments de conception. Et puis de voir aussi, avoir une conscience des stocks dispo. Voilà, je dirais pas. C'est un moteur en fait. Et comme nos projets sont souvent sur du temps long, ça permet de voir à 1 an à peu près le temps du chantier des transformations des éléments, de voir les stocks qui seraient disponibles en quelques mois devant nous. Je pense que ce serait vraiment une nouvelle façon de faire avancer la cause. Donc les données sur les massifs plus proches, sur le Grand Est, c'est bien, plus localement, ça c'est vraiment absolument nécessaire, je pense, pour qu'on prenne conscience. Je voudrais aussi, au passage, saluer le travail de notre confrère et Julien Mussier tout particulièrement, qui œuvrent depuis le début, je dirais, de leur pratique à faire des projets très démonstrateurs et très précis. Je dirais peut-être pas du prototypage, mais c'est quelque chose d'extrêmement maîtrisé. Et donc, je rejoins ce travail-là à la question de la méthode de conception et la co-construction des projets avec les maîtres d'ouvrage, avec ici les forestiers. Il faut des complices. Voilà, je pense que les meilleurs projets qu'on a pu côtoyer ces dernières années, c'est lorsque cette alchimie, cette rencontre entre un maître d'ouvrage, des entreprises et des concepteurs se fait. Tout ça sous couvert d'une certaine éthique également pour y arriver. Voilà, je vais m'arrêter là puisque je crois que l'heure a tourné. Donc, s'approprier la ressource et puis pour conclure, peut-être que la réindustrialisation de la France, tant vantée, elle pourrait peut-être passer par là, tout simplement, de trouver des entreprises qui investissent dans la transformation ou la fabrication de panneaux, etc., etc. Voilà, merci. À vous et bravo à tous et à bientôt, parce que je crois que la série continue. C'est ça, oui, merci François. Et j'en profite parce qu'il y a une question d'Arnaud donc, sur les hybrides de peupliers, savoir s'il y en a qui sont plus que d'autres propices à la construction ou à l'aménagement. Eh bien, justement, je vais partager ce que je n'ai pas encore fait, euh, mon deuxième écran, et donc vous montrer ce qui va venir prochainement. Donc, on prévoit un webinaire qui répondra à cette question le 22 juin, donc, qui sera plus spécifique et centré excusez-moi, sur le peuplier, la valorisation du peuplier dans le bâtiment. Et puis, on prévoit, donc il n'y a pas encore de date, mais on vous tiendra au courant, à la rentrée, une visite sur le terrain, donc dans une peupleraie. On essaiera de voir également de la transformation et puis de la mise en œuvre sur place dans un bâtiment. Voilà. Donc, en tout cas, encore merci à tous, à toutes et à tous, et puis à bientôt. J'espère vous revoir pour le prochain webinaire et pour la visite sur le terrain. Merci beaucoup, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir.